Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Tu sais bien ce qu'il a perdu, lui, va te faire pas C'est pas fini, c'est une étape. Diana, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis sociologue de formation. En ce moment, je suis commerciale de vin. Commercial de vin. Ok. Vous avez fait vos études de sociologie où? À Bruxelles. Et avant, j'avais fait sciences politiques et relations internationales au Portugal et à Paris, à Sciences Po. Ok. Et vous habitez dans Bergerac-quoi? Ouais. Entre Bergerac et Périgueux d'ailleurs, près de Villamblar. Ok, bon, si je... Il y a de l'ambiance. Si je vous interpelle aujourd'hui, enfin si je vous pose des questions, c'est que j'ai vu sur votre chasuble jaune le logo d'Extinction Rebellion. Et donc, je voulais vous poser des questions concernant l'articulation. On s'entend plus, hein, l'articulation entre le social et l'environnemental, puisque Extinction Rebellion, donc un mouvement qui est né récemment en Angleterre, qui se diffuse en France. Autant il y a un an, quand les Gilets jaunes ont démarré, quelques analystes ou experts ont dit que les Gilets jaunes étaient complètement déconnectés des questions environnementales, et puis on s'est rendu compte que pas du tout, qu'au contraire. Vous êtes, j'imagine, membre d'Extinction Rebellion ou pas? Je suis un peu tout, ouais. Je suis à fond Gilets jaunes, je suis à fond... Donc est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, et cette articulation vous paraît-elle pertinente entre social et environnemental? Je trouve que déjà on est dans un système qui exploite toujours plus, donc que ce soit des ressources ou des êtres humains, je pense qu'on est toujours dans le plus. Il y en a qui accumulent de l'autre côté de plus en plus, et eux sont des vrais pollueurs. Tous les autres, on essaie de faire avec, sachant que le système ne permet pas d'autres formes d'émancipation. Donc moi je suis là aujourd'hui parce que pour soutenir le soulèvement de gens qui disent ça suffit ce système-ci, ça ne fonctionne pas pour les gens, on est de plus en plus en galère. Et de plus en plus en galère environnementale, c'est-à-dire on fonce à fond dans le mur, et même les politiciens le savent aujourd'hui, il n'y en a plus du tout d'excuses, et donc on est là pour dire il y a ras-le-bol, et on veut renverser la table, et on veut recommencer les choses de manière beaucoup plus juste, en termes de justice sociale évidemment, mais aussi en justice environnementale, c'est-à-dire il y a des gens qui souffrent déjà de l'environnement d'une manière beaucoup plus aiguë que nous, alors que nous on pollue plusieurs fois plus que... voilà. Alors juste sur le mode d'action, et puis comme vous avez fait les études de sociologie, est-ce que vous pensez que la réappropriation des ronds-points par les citoyens, par le peuple, est un mode d'action traditionnel qui est celui des syndicats? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce mode d'action est un mode d'action qui garde encore, qui est encore un moyen pour les citoyens de se faire entendre, ou est-ce que c'est pas le cas? Je pense que les gens essayent comme ils peuvent de se faire entendre. Moi, je trouve que c'est très intéressant, justement, le croisement de toutes ces luttes-là. Par exemple, si on voit les Gilets jaunes, c'était quelque chose qui n'était pas très organisé. Enfin, les gens se sont dit, on n'en peut plus. Aussi la ruralité, ça fait aussi que les gens ne peuvent pas forcément se rejoindre dans un lieu symbolique au centre du pays. Ils vont là où ils peuvent, là où est plus accessible, et là où ils peuvent se rassembler. Et surtout, les ronds-points, ça rend la chose très démocratique. Il y a des ronds-points partout. Donc ça, c'est super intéressant, et ça gêne tout le monde tout en étant un endroit tout à fait lambda. Donc ça, je trouve c'est très intéressant du point de vue des Gilets jaunes. Ensuite, on voit par exemple Extinction Rebellion, que là, il y a une réflexion beaucoup plus profonde et disons académique de la manière de faire passer un message. Alors on se base sur la non-violence, on a 4 revendications très précises. Donc je trouve que c'est intéressant le fait qu'on rejoigne toutes ces luttes-là. Alors après c'est un petit peu délicat toujours, moi étant les deux. Je vois par exemple que oui, je suis non-violente de nature, mais je vois que la violence, elle est partout. Et il y a une violence institutionnelle qui est très profonde. Et il y en a qui ne peuvent pas se permettre ils n'ont pas les outils pour
pour se battre autrement. Donc je suis compréhensive vis-à-vis de tout ça. Je pense que chacun fait ce qu'il peut, je pense qu'il y a besoin d'un peu de tout. Si on voit par exemple le mouvement des droits civils aux États-Unis, on a vu que oui, Martin Luther King a beaucoup de cette image de le gars qui a porté tout le mouvement, etc. Oui, il a porté une partie très très importante de ce qui a été fait, mais Malcolm X, lui, il a eu un rôle non négligeable dans tout ça, et lui, il était plutôt d'un côté, voilà, un axe un petit peu plus violent. En Inde, avec merci, Gandhi, lui c'est pareil, il était non violent de base, mais il disait on a le droit de se défendre. Où est-ce qu'on rentre dans la défense, dans tout ça? C'est difficile à dire. Même les policiers, ils sont dans un état où on ne comprend pas comment ils se défendent, pas encore. Moi, je pense qu'ils sont des premières victimes. Ils sont lancés sur le devant de la scène alors que c'est pas leur responsabilité. Ils sont plus en train de garantir l'ordre. Ils sont vraiment la ligne de front pour que les gens se battent contre un gouvernement. C'est pas de la haine contre les policiers, c'est la haine contre une institution. Et eux sont à ce porte-à-faux que je trouve injuste pour eux, et en même temps on peut comprendre que s'ils continuent sans se battre, les gens vont vouloir se battre pour eux, quoi, et contre eux malheureusement. Enfin voilà. Ok, bah merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous et bonne continuation à vous. Au revoir. J'affiche quelque chose, je ne sais pas ce qui est marqué. Voilà. Ma question est très précise. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette manifestation, dans cette forme en fait d'action politique? Bon, je ne sais pas trop quoi te dire parce que d'abord la manifestation n'a pas démarré, donc on attend un petit peu. Mais je pense qu'on est à la veille sûrement d'un mouvement assez ample et qui va bien au-delà évidemment des questions de retraite, qui est traversé par plein de questions qu'on connaît tous, que ce soit la question du climat ou d'autres questions. Et le fait d'y participer de manière simple et discrète normalement, voilà, ça me convient tout à fait. Pourquoi discrète normalement? Ben, là tu vois, il y a la télé. Donc, tu penses que l'image, la publicisation de ton mode d'action aujourd'hui... En fait, je suis pas hyper sérieux là, mais c'est pas grave, j'y arrive pas, parce que j'étais dans une autre discussion. Okay, mais par contre, Marion, elle a peut-être des choses à dire, elle. Je suis metteur en scène et voilà, je n'habite pas du tout à Bergerac. D'accord. De manifester à Bergerac. Où est-ce que vous êtes metteur en scène? Dans la région lilloise. À Lille, d'accord, dans la région lilloise, très bien. Et donc c'était important pour vous d'être là, ou vous suivez, vous suivez Henri, ou enfin, trêve de plaisanterie. En quoi est-ce important, au-delà du mot d'ordre qu'on connaît, en tout cas de l'événement qui fait que les gens sont là dans la rue, être là, présente dans l'action du rassemblement ou de la manifestation? C'est de participer au mouvement commun de ras-le-bol général. En gros, en deux mots, voilà, donc dans n'importe quelle ville où on se trouve, voilà, c'est de participer, d'être avec les autres personnes qui pensent la même chose en fait. Okay. Est-ce que rapidement dans le monde de la culture ou du spectacle, il y a des enjeux il y a des enjeux forcément plus singuliers, mais par rapport au régime des retraites par exemple? Oui, c'est les mêmes enjeux en fait que c'est un régime spécial, le régime de l'intermittence, mais c'est les mêmes enjeux que, on va dire, même le service public, la destruction de tous les services publics, la culture, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Enfin voilà, moi c'est mon ressenti et pour beaucoup d'autres, je pense qu'on partage le même ressenti. Donc c'est important d'être collectif aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon là? Et ça donne...
Question, alors je ne vais pas lire, hein, ce qui est raisonnable, c'est d'être radical. Macron, on tire ton projet pervers, solidarité oui, chacun pour soi, non tous perdants. France Insoumise, vous êtes insoumis? Tout à fait, oui, depuis longtemps d'ailleurs. Qu'est-ce que cette journée d'aujourd'hui et le mode d'action privilégié, le rassemblement et la manifestation, est-ce que ça vous paraît être un jalon important dans la lutte citoyenne? Alors je ne sais pas qui veut répondre. Vous avez dit effectivement c'est un jalon. C'est-à-dire on ne peut pas anticiper sur ce qui va se passer par la suite. Mais il fallait en passer par là pour donner effectivement un coup d'arrêt. Pour donner en tous les cas un coup d'arrêt à un projet qui ne dit pas son nom, quoi, qui est un projet de régression sociale, qui en fait, sous le prétexte incontestable d'universalité, d'équité, on vient en fait, une fois de plus, sans abattre complètement ses cartes, pondre un projet qui va se traduire par une baisse des pensions, on le sait pertinemment, par un allongement de la durée du travail, sans compter qu'on nous met maintenant une réforme paramétrique qui devrait déjà également allonger cette durée du travail avant même la mise en place du projet. On ne sait plus trop où on en est, ce qu'on sait que c'est un projet, de régression. Est-ce que, juste une question, vous pourriez vous présenter? Oui, Claude Zellner, bergeracois depuis 2-3 ans, et puis retraité. Retraité, ok. Vous travaillez dans quoi avant? J'ai fait plusieurs carrières, j'ai fait dans la banque, okay. Et après j'ai changé de milieu d'un point de vue éthique, puisque j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle. Okay. Et me voilà donc depuis 2 ans et demi, mais toujours actif en tout cas sur les luttes. Okay, retraité, mais parmi les actifs ici pour la manifestation. Et vous, monsieur? Donc le frère. Alors il se présente comme le frère de. Donc je suis également en retraite et donc ancien cadre administratif de la fonction publique, okay. Territoriale d'abord, puis de l'État ensuite. Okay. Voilà. Vous avez eu une habitude des luttes aussi peut-être, vous? Tout à fait, habitude des luttes et un engagement militant de toujours. Okay. Très bien. Ben, merci beaucoup. Mesdemoiselles, bonjour. Est-ce que, juste première question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Céline Bordery, je suis à Force Ouvrière et je travaille pour un groupement d'employeurs dans le médico-social sur Bergerac qui s'appelle Développement médico-social et qui intervient principalement sur les papillons blancs et la fondation John Bost. Okay. Et vous? Marie-Laure Fayet, idem, même emploi. Bien, ok. Quel est le sens de cette journée, à part, évidemment, j'imagine, la revendication principale qui est le projet de réforme de retraite. Je crois qu'au Pavillon Blanc, il y a quand même eu une lutte sociale récemment. Mais votre présence aujourd'hui, elle est évidente pour quelle raison? Tout d'abord parce que le contexte économique et social est difficile. Il faut compter à la fin de chaque mois. Et ensuite, parce que notre vie privée aussi était impactée par cette conjoncture économique. Et il faut penser que le travail prend une part importante de notre vie maintenant et on n'a plus le temps pour tout le reste. Okay. Et vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur le sens de cette journée? Non, je n'ai rien à ajouter, je partage. Je partage les dires de ma collègue. Dans le général aussi. Le général dans le médico-social, parce qu'il y a un manque de moyens. Et par rapport à la réforme des retraites, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier vous concernant? Parce que la réforme des retraites, par point, c'est repousser l'âge à la retraite. Et je me vois mal aller travailler à 70 ans d'ambulateur pour m'occuper de résidents qui sont aussi dépendants et mal en point. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci. De la loi Pacte. S'il devait y avoir des gagnants dans ce système par points, ce seraient indiscutablement les assureurs. Alors la manifestation n'est pas encore lancée, mais en tête de cortège il y a des salariés de Rinco
qui vont venir expliquer leur présence aujourd'hui. Eurenco est en tête de cortège. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes en tête de cortège pour cette manifestation? Alors effectivement, Eurenco Bergerac, en ce moment, connaît une crise. Et on essaie de pallier et de montrer que la CGT est forte de propositions. Maintenant, on est en tête de cortège parce qu'on a un risque de chômage partiel. Et je pense qu'on ne va pas y échapper. Voire un risque de PSE. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mobiliser les gens au sort de Bergerac. Parce qu'on est sur un pôle européen, sur la fabrication de charges modulaires. Et ça serait dommage que l'investissement qui a été mis en place soit arrêté net pour passer cette année. On a une année avec un vide sur 2020. Il faut passer cette année. Donc on demande à l'État français de faire un effort sur les commandes. Vous êtes en lutte depuis quelques mois maintenant? Depuis février-mars, pour différents conflits. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Quelles sont les menaces? Est-ce que vous avez des chiffres précis de menaces sur l'emploi à Eurenco? Alors déjà, il y a eu pas mal de départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Tous les intérimaires à partir du 20 décembre sont renvoyés chez eux. Et pour nous, on est sur un mi-février, voire mars, du chômage partiel, voire à minima un PSE. Voilà. Bien, et puis dernière question, quels sont vos espoirs dans ce difficile combat? Les espoirs, c'est de passer cette année 2020 qui paraît difficile, pour mieux rebondir parce que Eurenco Bergerac est porteur d'innovation et va porter des projets plus loin. Donc je pense que les années à venir sont belles, donc il faut se battre jusqu'à présent. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon alors je demande toujours aux gens ce qu'ils font dans la vie. Toi je sais que tu es prof. Alors moi ce que j'ai regardé en particulier mon bulletin de salaire depuis 2003. Et j'ai regardé la valeur du point d'indice, c'est assez intéressant. Et j'ai comparé ça avec le taux horaire brut. Donc j'ai comparé mon salaire avec le taux horaire brut du SMIC de 2003 jusqu'à 2018. Et le point d'indice, il a augmenté de 2,9%. Et dans le même temps, le SMIC, lui, il a augmenté de 15%. Ben oui, c'est assez étonnant. Et ce qui est assez inquiétant dans la lettre de M. Blanquer, c'est qu'il nous dit qu'il ne touchera pas nos retraites, etc., qu'elles n'augmenteront pas. C'est la lettre qu'il a envoyée aux enseignants il y a 2 jours, c'est ça? 2 jours là pour nous rassurer, etc. Sauf que dans sa lettre, il n'indique à aucun moment que la valeur du point d'indice, il l'augmentera ou il ne l'augmentera pas. Donc on sait très bien, à partir de là, que comme ce n'est pas écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice, eh bien, nos retraites elles vont diminuer progressivement pour arriver à peanuts. Voilà ma raison pour laquelle je fais grève. Donc globalement, je n'ai pas fait les calculs, mais en salaire brut, depuis 2003, en moyenne, on doit perdre 300 à 400 euros par mois. Ok, juste pour terminer sur les profs, est-ce que tu penses qu'il y a un retour du ras-le-bol chez les profs aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des grandes manifs, on se souvient du ministre, j'ai oublié son nom, c'est terrible, en 2000 dégraisser le mammouth, ça y est. Voilà, toi aussi, Claude Allègre. Il y a eu beaucoup de mouvements à ce moment-là, d'autres. Et puis on a senti une sorte, comme avait dit Nicolas Sarkozy, il a miné les syndicats à la Kalachnikov. Est-ce que tu penses qu'il y aura une reprise du ras-le-bol enseignant qu'on sentait un petit peu en veille depuis quelques années? Moi, ce que je constate, ce qui me semble apparaître au niveau des enseignants, c'est qu'effectivement, on en a marre. Mais quand il s'agit de prendre des décisions pour manifester, passer à l'acte, là, ça devient extrêmement difficile. Donc, en fait, finalement, je pense que, comme tous les gouvernements, ils jouent là-dessus. On baisse la tête et on continue à avancer. On compense en permanence le système. C'est-à-dire que on va dire pour les élèves c'est dommage, ils vont manquer des heures de cours et patati et patata. Donc on trouve des fausses excuses pour ne pas faire grève. Okay. Voilà, moi c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Sur leur situation, les retraités nous disent quelque chose sur leur situation. Nous sommes des millions à être maltraités. Nous sommes des millions à entrer dans le cercle infernal de la misère. Eh bien, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Parce qu'une journée de grève ne suffira pas. Il faut un mouvement déterminé. Il faut un mouvement qui
en tant que gilet jaune. 8 à 17 milliards de déficit annoncés par le Conseil d'orientation des retraites. FO répond que chaque année, 140 milliards d'euros d'aides publiques sont donnés aux entreprises, dont on attend toujours la démonstration de l'efficacité sur l'activité économique et l'emploi. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. Va te faire pas payer. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit...